Comment acheter des cryptos? Voici un guide pas à pas pour tout vous expliquer. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue sur cette chaîne La Crypto by Joe. Moi je suis Jonathan et ma mission est d'éduquer sur l'investissement dans les cryptoactifs. J'ai lancé une série de 6 épisodes pour comprendre les bases de l'investissement en crypto. Et c'est parti tout de suite pour l'épisode numéro 4. Et cet épisode sera constitué de 3 parties. Une première partie sur comprendre ce qu'est une plateforme d'échange, qui sont des plateformes spécialisées dans l'achat et la vente de cryptoactifs. On verra comment créer un compte et acheter sa première crypto. Et enfin, différents outils pour suivre ses investissements. Parce que bien évidemment, quand on est un investisseur averti, on a un fichier de suivi, on a un plan d'investissement et il nous faut un support derrière pour suivre ces investissements. Donc on attaque avec la première partie sur comprendre ce que sont les plateformes d'échange. Alors au niveau des plateformes d'échange, je parle aujourd'hui de celles qui sont spécialisées dans l'investissement crypto. On va retrouver principalement 2 types de plateformes. On va retrouver les plateformes d'échange centralisées et les plateformes d'échange décentralisées. Donc les plateformes décentralisées, on va les appeler des DEX, et les échanges centralisés, on va les appeler des SEX. Alors on va commencer par les plateformes centralisées et on va voir du coup quels sont les avantages et les inconvénients ou les risques. Et vous verrez souvent en fait les avantages d'un type de plateforme sont les inconvénients ou les risques de l'autre et réciproquement. Le premier avantage, c'est que souvent l'interface utilisateur est plus conviviale et ça convient mieux aux débutants. Il y a également plus de services qui sont proposés. On peut également avoir un support client disponible pour aider en cas de problème. Il y a souvent plus de crypto disponibles, il y a une plus grande liquidité et les actions d'achat et de vente sont assez rapides. Et je dirais également qu'on n'est pas soumis aux contraintes des blockchains. On a également généralement des frais qui vont être moins élevés que sur les échanges décentralisés et on a pour certains peut-être un sentiment de sécurité du fait qu'il y a un tiers de confiance. Alors voilà, ça peut être de la sécurité pour certains ou au contraire un risque pour d'autres. Ça va dépendre de chacun. On l'a vu avec FTX il y a un peu plus d'1 an maintenant, mais ça a été le cas sur d'autres plateformes centralisées. Il existe un risque, même si celles-ci sont régulées, ont des autorisations dans certains pays reconnus, que ce soit la France ou d'autres. Il y a quand même des risques associés à, en tout cas, laisser ses fonds sur ce type de plateforme. Donc les inconvénients, je dirais principalement, c'est le fait de ne pas être souverain de ses fonds puisque vous ne détenez pas vos clés privées. Donc not your keys, not your coin, c'est une phrase qui est assez connue dans le milieu de la crypto qui dit que si vous ne possédez pas les clés privées, vous ne détenez pas réellement vos cryptos. Donc quand vous avez vos cryptos sur une plateforme d'échange, vous faites confiance à ce tiers de confiance et de ce fait-là, en fait, vous n'avez pas la main sur vos cryptos. Tout comme quand vous déposez de l'argent dans votre banque, vous n'avez pas non plus une maîtrise totale en fait des fonds que vous lui confiez. Vous vous retrouvez en fait créancier de cette plateforme ou de la banque et à ce compte-là, vous prenez un risque plus ou moins élevé en fonction de la réputation ou en fonction de la solidité et de la qualité de gestion de l'établissement concerné, si ce n'est que quand même aujourd'hui sur les plateformes crypto, le risque en termes de solidité est plus élevé dans le sens où on voit aujourd'hui des banques qui sont en difficulté ou qui font faillite et l'État qui vient au secours de ces dernières, ce qui, je pense, ne sera pas le cas pour des plateformes d'échange crypto. Donc voilà un peu pour la partie avantages et risques inconvénients des plateformes centralisées. Maintenant sur les plateformes décentralisées, l'avantage principal ça va être la souveraineté de ces fonds. Donc, vous aurez vos clés privées, donc vous aurez la détention et la maîtrise totale de vos fonds. En contrepartie du coup c'est une responsabilisation qui est aussi importante et qu'il faut prendre ou accepter. Au niveau des inconvénients, ces plateformes-là sont souvent moins conviviales, elles offrent moins de services, ça peut faire un peu plus peur aussi pour les débutants, c'est peut-être un petit peu moins abordable aujourd'hui. Il y a une liquidité qui est souvent inférieure, il y a des fois, il peut y avoir des contraintes techniques entre blockchains, dans le sens où
selon le portefeuille que vous utilisez, peut-être qu'il ne supporte pas toutes les blockchains, et donc selon les cryptos que vous voulez acheter, il va peut-être y avoir un problème de compatibilité. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément et qu'on découvre petit à petit. Donc je dirais qu'aujourd'hui, en tout cas, la partie décentralisée est très bien d'un point de vue souveraineté de ses fonds, d'un point de vue responsabilisation. Par contre, techniquement, il y a quand même un peu plus de freins et c'est, je trouve en tout cas, moins pratique. Aussi, généralement, les frais sont plus élevés que sur les plateformes centralisées. Et je crois que je l'ai déjà dit, il y a moins de services également. Ceux qui veulent investir, comme on l'a vu dans l'épisode 3 sur les différentes méthodes d'investissement, ceux qui veulent investir en DCA, du coup, ça peut s'automatiser très bien sur les plateformes centralisées. Sur les plateformes décentralisées, il n'y en a que une ou deux peut-être qui le proposent, mais bon, c'est que sur peu de crypto et avec des frais qui sont quand même relativement plus élevés. Donc voilà pour la partie plateforme décentralisée, avantages, risques, inconvénients. Ensuite, je voulais vous présenter les différents critères de sélection d'une plateforme. Donc pour commencer, la sécurité. L'idée ici, ça va être de se tourner vers des plateformes qui soient sécurisées dans le sens où pour une plateforme centralisée, on va aller chercher une plateforme qui ne joue pas avec les fonds de ses utilisateurs comme pouvait le faire FTX, et sur une plateforme décentralisée, une plateforme qui présente peu de risques de hack. Alors pour ça, on peut prendre en référence les agréments obtenus par les plateformes. Donc par exemple, pour nous en France, on va s'assurer que la plateforme soit agréée PSAN, un prestataire de services pour actifs numériques. Alors c'est pas un gage absolu, mais c'est toujours mieux que rien. Ce qu'on peut également regarder, c'est les preuves de réserve émises par la plateforme pour s'assurer que les fonds des utilisateurs sont bien dans des adresses sécurisées et qu'ils ne sont pas utilisés à des fins spéculatives pour le CEO ou le patron de la plateforme. Le deuxième critère qui peut rentrer en compte, c'est la réputation, donc c'est voir un peu ce que les utilisateurs en pensent. Également, vous pouvez retrouver des notes sur certains sites. Je vous ai montré CoinMarketCap et CoinGecko dans les précédents épisodes. Ces sites-là recensent l'ensemble des plateformes centralisées et décentralisées et leur attribuent une note. Du coup, je vous mettrai, si vous voulez, le lien en description si vous voulez acheter un coup d'œil sur... voilà, ça couvre l'ensemble en fait des plateformes existantes. Donc ça vous donnera une idée de la réputation et de la sécurité. Ensuite, sur les frais de transaction, il faut bien comprendre en fait quels sont les différents frais et pouvoir les comparer entre chacune des plateformes. Généralement, les plateformes les plus simples et qui ont le moins de crypto et de services ont des frais qui vont être plus élevés, et les plateformes plus complètes et plus complexes vont avoir des frais plus faibles. Voilà, c'est une généralité que je fais comme ça grossièrement, mais voilà, c'est généralement ce que j'ai constaté. Il y a également l'utilisation, quelle est l'expérience utilisateur, quelle est la réactivité aussi du service client, quels sont les différents services proposés. Donc là, c'est toute la partie expérience utilisateur en fait qui est aussi importante. Et enfin, c'est le choix des cryptos. Selon les cryptos sur lesquels vous voulez vous positionner, elles ne seront pas disponibles sur l'ensemble des plateformes centralisées ou sur l'ensemble des plateformes décentralisées. Et du coup, selon votre allocation crypto et le nombre de cryptos que vous voulez avoir et la typologie de crypto, je pense par exemple si vous voulez aller sur des petites capitalisations, il est probable qu'elles soient listées que sur un ou deux échanges et que ce soit pas sur ces plateformes-là que vous soyez déjà inscrit. Donc après, voilà, il va falloir choisir entre créer un nouveau compte sur une nouvelle plateforme ou ne pas se positionner sur cette crypto, tout simplement. Donc moi personnellement, en plateforme centralisée, j'utilise principalement Binance et KuCoin. Après, je suis très flexible et adaptable par rapport à l'évolution du marché. Quand j'ai commencé en 2017, j'étais pas du tout sur ces plateformes-là. J'étais sur Coinbase, Bitstamp et Bittrex. Donc Bittrex n'existe plus, Bitstamp existe toujours et plutôt de très bonne réputation. Mais j'y suis quasiment plus parce que les frais sont plus élevés que sur les autres. Et Coinbase, pareil. Coinbase, sûrement une des plateformes les plus costauds en termes de fiabilité, de sécurité, mais avec des frais plus élevés. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers d'autres plateformes plus récentes et avec des frais du coup moins élevés, tout en ayant beaucoup aussi de crypto proposés. Parce que Coinbase et Bitstamp, ça reste quand même réduit, enfin surtout Coinbase,
KuCoin par exemple propose un large éventail de crypto et du coup c'est ça aussi qui m'a intéressé. Après j'en utilise d'autres mais très peu, donc je vais pas les citer. Et du coup ce que je vous propose c'est de voir par exemple sur Binance, qui est aujourd'hui le plus gros exchange de crypto, c'est de voir un peu quelles sont les différentes étapes pour acheter sa première crypto. Pour la deuxième partie, créer un compte et acheter sa première crypto, je vous propose 5 étapes. La première étape qui est l'inscription du coup sur une plateforme d'échange centralisée. Ensuite la vérification d'identité, la sécurisation du compte, la méthode aussi pour déposer des euros et enfin effectuer le premier achat. Donc pour l'inscription, il n'y a rien de plus simple. Vous mettez votre adresse mail, vous définissez un mot de passe. Je vous recommande d'utiliser un lien d'affiliation parce qu'il va vous permettre d'obtenir soit un bonus, soit des réductions sur les frais. Donc vous avez mes liens en description. Si vous avez des amis qui ont des comptes déjà ouverts sur ce type de plateforme, demandez-leur leur lien si vous souhaitez leur faire bénéficier du coup également de bonus. Si vous utilisez les miens, bien évidemment, je vous remercie beaucoup par avance pour le soutien de la chaîne. Et donc j'ai choisi Binance, j'aurais pu en choisir un autre, hein, c'est à peu près de toute manière sensiblement à chaque fois les mêmes étapes, hein, c'est juste les on va dire au niveau design que c'est à des endroits différents, mais sinon le principe est exactement le même. Donc du coup on se retrouve sur Binance. Ok, donc là on se retrouve sur mon compte Binance, on est ici sur la page identification. Donc quand vous êtes sur votre compte Binance, ici vous avez compte, vous pouvez dérouler identification, donc vous avez plusieurs niveaux de vérification, vous en avez 3. Donc moi je suis sur le deuxième et du coup ne serait-ce que pour le premier, donc il faut transmettre du coup les informations personnelles, adresse, numéro de téléphone, tout ça, une pièce d'identité, une reconnaissance faciale et un questionnaire. Donc généralement ça se fait sur l'application mobile puisque c'est plus simple. Et ensuite vous avez vérifié plus, donc là où je suis, avec en plus un justificatif de domicile que je leur ai transmis. Ensuite au niveau de la partie sécurité, donc il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Moi par exemple, ce qui est très important pour moi, c'est une authentification à double facteur. L'authentification à double facteur, en fait, elle permet de faire une vérification à chaque fois que vous faites un retrait, chaque fois qu'il y a une transaction, notamment de sortie en fait, qui s'effectue de votre compte Binance. Vous avez une authentification à faire. Donc moi j'utilise l'application OTI pour ça, et en fait je reçois un code temporaire à 6 chiffres qui dure quelques secondes que je saisis, et également je reçois un code par mail et un code par téléphone. Voilà, donc c'est peut-être un peu lourd lorsqu'on veut faire des transactions de devoir aller saisir 3 codes. En revanche, ça permet vraiment de sécuriser votre compte. Si jamais quelqu'un arrive à accéder à votre compte, il y a très peu de chances en fait qu'il arrive à faire des retraits si vous avez mis ça en place. L'autre élément qui pour moi est très important, c'est un code anti-phishing. Donc le phishing, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de recevoir un mail de quelqu'un qui se fera passer pour Binance et qui va vous demander des informations et qui n'est pas réellement Binance. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle le phishing. Et donc pour ça, en fait, vous avez ici un code anti-phishing que vous pouvez renseigner et du coup, quand vous recevez un mail de Binance officiel, vous allez avoir dans un encart du mail un endroit où vous allez pouvoir lire du coup votre code, et ça en fait ça va vous assurer que c'est bien Binance qui vous écrit. Voilà, après il y a d'autres éléments pour sécuriser votre compte Binance. Alors moi je les utilise pas forcément, mais vous pouvez très bien aller plus loin dans la sécurité de votre compte Binance. Alors ensuite, pour aller déposer des euros, on va faire ici dépôt bancaire. Donc aujourd'hui, il nous propose 3 solutions pour déposer des euros, 2 par virement SEPA, 1 avec Open Banking et 1 avec Bank Transfer. Donc Open Banking, ils ont des frais de 50 centimes et le délai est de 0 à 7 jours ouvrables, alors que Bank Transfer, on a 1 euro de frais. Le délai est entre 1 et 3 jours, et la particularité en fait, c'est que à partir du moment où le dépôt est validé par l'opérateur, c'est converti directement en USDT. Et donc en fait c'est pas vous qui choisissez quand vous convertissez en USDT ou en crypto, si vous voulez acheter vos cryptos directement avec des euros. Et enfin le troisième moyen, c'est avec une carte bancaire, donc c'est instantané, mais les frais sont plus élevés puisqu'ils sont de 2%. Donc si vous prenez l'option SEPA, ce qui est très important, c'est que le nom de votre compte bancaire, nom, prénom, soit exactement
le même que celui de votre nom sur Binance. Et également, il faut bien que ce soit un compte en euros. Donc là, ici, vous allez choisir votre banque. Et donc là, ensuite, on autorise. Ok, donc là, ça va aller du coup sur mon compte Crédit Agricole. Et donc en fait, avec cette méthode-là, je vais lier mon compte Crédit Agricole avec mon compte Binance. Donc ça, c'est un des moyens. Et un autre moyen, ça va être de faire plutôt un virement SEPA directement, sans avoir à partager du coup toutes ces informations avec cet intermédiaire. Donc ça, c'est à vous de voir en fait en fonction de ce que vous voulez communiquer comme information ou pas. Ensuite, il y a l'option transfert SEPA plus classique, si ce n'est que du coup c'est crédité en USDT. Donc moi, c'est l'option que j'utilisais jusqu'à présent. Maintenant, le fait que ce soit converti en USDT, je trouve ça quand même assez dérangeant. Je trouve ça assez dérangeant parce que le cours entre l'euro et le dollar évolue. Et c'est vrai que moi, j'aime bien aussi acheter du dollar quand ça me semble être intéressant. Voilà. Donc bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais du coup, voilà. Donc là, vous renseignez par exemple le montant. Et ici, en fait, vous allez avoir du coup les références de l'IBAN en fait à ajouter sur votre banque. Donc par exemple, si vous êtes chez Boursobank, vous faites ajouter un bénéficiaire et vous allez du coup renseigner toutes ces informations là du coup liées à votre compte sur Binance. Et ce qui va être très important ici, c'est de bien noter là le numéro de référence qui a été transmis par Binance. Voilà, donc vous ajoutez le bénéficiaire. Une fois qu'il est ajouté, vous mettez, donc là j'ai pris l'exemple d'un virement de 1000 euros. Vous faites l'ordre de virement de 1000 euros et vous mettez bien le numéro de référence qui est marqué ici. Et le troisième moyen du coup, c'est par carte bancaire. Vous mettez ici le montant, tout simplement. Ici, ça va vous dire du coup, pour 1000 euros, il va y avoir 20 euros de frais de transaction, hein, donc 2%, ce qui est quand même assez élevé. Continuez. Ici, vous renseignez du coup les informations de votre carte bancaire et vous confirmez. L'avantage, c'est que c'est instantané. Maintenant qu'on a des euros sur notre compte, on va aller voir du coup comment on peut acheter des cryptos. Donc, on va aller sur Spot. Donc, la première chose à faire pour moi, c'est de convertir des euros en USDT et d'effectuer les achats et les ventes en USDT. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai plus d'euros, hein, j'ai que des cryptos. Donc du coup, on va faire un achat plutôt en USDT. On arrive sur Fed USDT parce que c'est la dernière paire sur laquelle j'ai été. Et si par exemple, j'ai envie d'acheter du Bitcoin, donc Bitcoin USDT, je vais vous montrer deux manières qui sont les plus simples. Maintenant, si vous voulez que je vous montre d'autres manières d'acheter, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je pourrais vous refaire une vidéo tuto. Je pense notamment à la partie trailing stop qui est pas mal, stop limit. Bref, donc le plus simple, c'est de faire un ordre au marché. Donc, ici, je dispose de 1617 USDT. Donc le prix auquel je veux acheter le Bitcoin, c'est le prix du marché. Ici, sur la gauche, on a le carnet d'ordre, mais du coup, ça n'a pas d'importance. Ce qu'on se dit, par exemple, c'est que j'ai envie d'acheter pour 100 USDT de Bitcoin. Donc je mets 100. Je mets 100 et je clique sur acheter Bitcoin. Donc là, je ne vais pas le faire, mais en gros, si je clique là, instantanément, ça achète pour 100 USDT de Bitcoin. L'autre moyen, c'est en posant un ordre limite et en disant plutôt j'ai envie d'acheter du Bitcoin si il atteint ce niveau-là de prix. Par exemple, vraiment par exemple. Hein. Donc là, je vois Bitcoin, il a augmenté depuis plus d'un an. Je me dis, tiens, peut-être il va redescendre, je sais pas moi, à 35 000. Je vais attendre qu'il descende à 35 000 avant d'en racheter. C'est vraiment un exemple. Hein. Et donc, je vais dire ici, au niveau du prix, j'achète Bitcoin quand il vaut 35 000 USDT. Donc ça, c'est le prix auquel je veux l'acheter. Et donc, j'ai envie d'en acheter pour 100 USDT, toujours. Et donc, ça représente 0,00285 BTC. Voilà. Et à ce moment-là, je fais acheter Bitcoin. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Mon ordre va venir se mettre dans le carnet d'ordre à 35 000. Donc là, il ne sera pas visible puisqu'on a un carnet d'ordre qui est quand même très fourni. Et du coup, on oscille entre 42 604 et 42 607.
donc il sera très loin, hein. De toute manière, l'ordre d'achat va pas se déclencher tout de suite, hein. Il y a peu de chances que le Bitcoin, comme ça, d'un coup, il descende à 35 000, et peut-être même qu'il ne descendra jamais. Dans cette troisième partie, nous allons aborder le sujet du suivi de l'investissement. Donc on va voir quelle est l'importance du suivi, pourquoi il est quasiment indispensable d'en faire un si vous voulez performer sur le marché crypto. Et ensuite on verra les différents outils de suivi. Donc assez succinctement, hein, l'idée dans cette vidéo c'est pas de faire une revue de suivi de portefeuille, mais plutôt de vous en présenter 3 et de voir aussi quels sont les critères du coup à prendre en compte lorsque vous sélectionnez votre outil de suivi d'investissement. Donc au niveau de l'importance du suivi, je vous ai mis quelques raisons comme ça à la volée qui font que c'est important d'avoir un suivi de portefeuille. Le premier, c'est la volatilité du marché. C'est un marché du coup qui connaît des fluctuations plus ou moins importantes selon les périodes, et donc de pouvoir actualiser comme ça un peu le niveau de son portefeuille et le suivi de chacune des positions, de chacune des cryptos que vous pouvez avoir en portefeuille. Pouvoir le visualiser en un instant assez court, c'est quelque chose qui est assez important. Et donc voilà, avoir un portefeuille qui permet ça. L'idée, c'est bien évidemment pas de passer son temps dessus et d'aller l'actualiser toutes les minutes, toutes les heures ou même tous les jours. Voilà, mais c'est de pouvoir à un instant T, pouvoir savoir un peu où on en est et éventuellement orienter aussi ses prises de décision en fonction. Quand je dis ça pas sous le coup des émotions, mais en fonction du plan qui aura été établi précédemment. Donc ça, c'est pour la partie volatilité, la partie aussi du coup prise de décision. Et ensuite, on a la partie gestion des risques. Donc en fait, ça permet d'avoir une vision globale de l'ensemble de son portefeuille. Notamment, je dis ça, si vous êtes sur plusieurs portefeuilles, plusieurs plateformes, vous pouvez avoir du coup comme ça au même endroit en fait l'intégralité de votre portefeuille et ainsi mieux gérer le risque, notamment au travers de la diversification. Voilà, même s'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu dans la gestion des risques, il y a le money management, et donc voir un peu comment évolue votre portefeuille crypto dans son ensemble, mais aussi au sein d'une allocation d'actifs, je dirais plus globale. Ensuite, il y a la conformité avec vos objectifs d'investissement. Ces derniers peuvent évoluer avec le temps. Vous pouvez en avoir à court terme, à moyen terme et à long terme. Et l'idée de faire un suivi de portefeuille, c'est de pouvoir rester avec ces objectifs long terme qui soient axés sur la croissance du revenu ou la conservation du capital. Ensuite, il y a la partie éducation et amélioration continue, parce que en suivant en fait son portefeuille et ses résultats, on peut voir qu'est-ce qui fonctionne pas pour chacun. Donc vous allez voir pour vous en fait qu'est-ce qui fonctionne pas, et vous allez pouvoir apprendre du suivi de portefeuille, et donc ça permet d'améliorer ses connaissances, ses compétences, et d'avoir un portefeuille du coup qui va s'améliorer dans le temps. Le fait de suivre votre portefeuille, ça vous donnera une meilleure compréhension du marché crypto, de son fonctionnement, et aussi des différentes conditions de marché, du coup les différentes phases qu'on peut traverser, de hausse, de baisse et de stabilisation. Ensuite, pour ceux qui sont plutôt court-termistes, il y a la réactivité aux nouvelles et aux événements, parce que généralement sur une vision court terme, on va avoir des événements qui vont marquer un peu le cours des cryptos à la hausse ou à la baisse, ces événements s'inscrire dans des tendances. Donc moi c'est plutôt ce que je vais suivre, mais en tout cas ça peut donner de l'information sur ce qui se passe à court terme. Et la dernière chose, c'est la réallocation d'actifs. Donc c'est le dernier point, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de suivre son portefeuille, ça vous permet de voir dans l'inscription de votre portefeuille global quelle est la part du portefeuille crypto qui est représentée au sein de votre allocation d'actifs globale. Alors on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter 3 outils, donc CoinMarketCap, Finari et ensuite mon fichier Excel. Et pour finir cette vidéo, on abordera du coup les différents critères de sélection pour choisir l'outil de suivi de vos investissements qui sera le plus adapté à vos besoins. Et donc on commence par CoinMarketCap. Alors là on est sur la page d'accueil de CoinMarketCap. Ici vous pouvez vous créer du coup un profil. Donc là on est sur mon profil. Si je vais sur portfolio, on va aller retrouver des anciens portefeuilles que je suivais avant sur CoinMarketCap, avant de me faire mon portefeuille du coup sur Google Sheet. Et du coup voilà, on est par exemple sur celui-là que j'avais appelé le challenge x10, et donc on voit ici, donc il y a des données
assez graphiques, visuels, qui sont assez sympas, selon la période de temps sur laquelle vous voulez observer l'évolution de votre portefeuille. Et dessous, vous allez avoir un détail en fait de toutes les cryptos qui sont dans ce portefeuille là. Donc en fait, comment ça se passe? Il faut aller saisir du coup des transactions que vous avez effectuées à l'achat ou à la vente. Donc là par exemple, si je veux ajouter une transaction, je clique sur add transaction. Si je veux par exemple rajouter du bitcoin, dire que j'en ai acheté 0, je sais pas combien, je renseigne le prix auquel je l'ai acheté, la date à laquelle je l'ai acheté, les frais et éventuellement une note, et ensuite j'ajoute la transaction. Voilà, et ainsi en rajoutant les transactions, vous allez pouvoir du coup vous constituer ici votre portefeuille. Et après, si par exemple vous pouvez voir View Transaction, ici vous allez avoir un récapitulatif en fait de toutes les transactions réalisées sur une crypto en particulier. Voilà, donc ça c'est pour CoinMarketCap. Ensuite on va aller voir Finari. Alors on se retrouve sur la page d'accueil de Finari. Finari, c'est une plateforme qui permet de suivre ses investissements, mais au-delà des cryptos, c'est vraiment, vous pouvez mettre dessus tout votre patrimoine, que ce soit donc financier, la bourse, PEA, assurance vie, crypto. Vous pouvez également renseigner tous vos investissements immobiliers. Voilà, vous pouvez centraliser du coup, comme c'est indiqué là, tout votre patrimoine sur cette plateforme. Pour la partie crypto, Finari en fait c'est une plateforme qui propose aussi également d'investir dans la crypto. Donc, ils ont une vingtaine de cryptos disponibles. Ils sont en lien avec la plateforme d'échange Bitstamp, sont réglementés par l'AMF et ils proposent également des plans d'investissement. Alors je parle de cette plateforme parce que je l'utilise moi en tout cas pour suivre l'ensemble de mon portefeuille crypto, même si je trouve qu'elle a des limites, et c'est pour ça que j'ai créé mon outil sur Excel, même si j'aimerais pouvoir me passer d'Excel. En tout cas, j'ai pas trouvé encore l'outil parfait pour moi, donc c'est vrai que j'utilise à la fois Finari et Excel pour suivre mon portefeuille. Et donc Finari, ça se présente comme ça, c'est-à-dire qu'on va avoir une courbe globale d'évolution du portefeuille. Ici, on va voir la répartition du coup des cryptos. Donc si on prend ici, j'ai 65% de Bitcoin dans mon portefeuille. Et ensuite, je vais avoir le détail de tous les actifs et de tous les portefeuilles dans lesquels sont stockés les actifs. Donc il y a une partie des actifs sur lesquels il va falloir saisir manuellement en fait les quantités achetées, les quantités du coup que vous détenez et le prix d'achat. Et vous allez pouvoir connecter plusieurs plateformes avec des clés API, donc ça c'est quand même plutôt confortable puisque ça évite en fait de saisir toutes les transactions que vous pouvez effectuer sur les différentes plateformes. Mais ça reste quand même partiel puisque, comme je le disais, en tout cas pour Ledger ou autres portefeuilles type MetaMask, Rabbit, tout ça, il faut saisir manuellement en fait les différentes cryptos que vous détenez. Et je trouve que c'est assez rigide, donc je suis pas non plus ultra fan. Et donc pour finir, le troisième outil de suivi de portefeuille que j'utilise, c'est ce Google Sheet que j'ai créé du coup pour le suivi des deux portefeuilles que je partage sur Instagram, qui est le portefeuille rentabilité et le portefeuille passif. C'est du coup du fait maison, créé sur mesure, c'est en version bêta. Donc si jamais vous êtes intéressé pour utiliser ce type d'outil, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Si vous voulez, je vous donnerai accès à ça voilà, en tant que bêta testeur. L'avantage, c'est que c'est connecté du coup à CoinMarketCap, donc ça récupère les prix en temps réel, parce que souvent c'est ça l'inconvénient d'Excel, c'est qu'on n'a pas les prix en temps réel. Sur Google Sheet, en tout cas, c'est possible avec une connexion API sur CoinMarketCap. Et moi, en fait, je l'ai créé aussi pour avoir un outil d'aide de prise à la décision. Donc le gros inconvénient, c'est que je dois saisir toutes les transactions manuellement d'achat et de vente. Mais l'avantage derrière, c'est que j'ai un outil de pilotage. Donc par exemple, si je vais sur cet onglet là, pour le portefeuille rentabilité ici, je vais avoir des indications sur où en est mon investissement en termes de valorisation, en termes de quantité achetée, prix moyen d'achat, quantité vendue, et également la partie prise de profit qui se fait du coup dans le temps par palier en fonction de la stratégie de vente que j'ai écrite. L'idée pour moi, c'est d'avoir une stratégie qui correspond à chacun. Donc c'est quel est mon profil, quels sont mes objectifs, ça détermine ma stratégie. De ma stratégie découle un plan d'achat et un plan de vente. Et ensuite, l'idée, c'est d'appliquer ce plan pour se prémunir des émotions, entre autres. Donc voilà
pour la présentation rapide de ces 3 outils de suivi. Si jamais vous voulez en savoir plus et que je vous fasse des vidéos vraiment dédiées au suivi de portefeuille, dites-le moi dans les commentaires, parce que là le but de cette vidéo c'est pas de faire une revue de portefeuille et de rentrer trop en détail là-dessus. Voilà, mais je vous propose du coup de finir cette vidéo par du coup les différents points sur lesquels il faut être vigilant pour bien choisir l'outil qui vous correspond. Alors pour les différents critères, je vous en ai sélectionné 5. Du coup le premier ce sont les fonctionnalités. Du coup par exemple avoir le prix en temps réel, éventuellement ceux qui veulent pousser un peu, pouvoir avoir un suivi au niveau de l'analyse graphique, l'historique des transactions, des alertes de prix, voilà, les différentes fonctionnalités du coup dont vous aurez besoin. Le deuxième c'est la compatibilité avec les plateformes. Si par exemple vous utilisez différentes plateformes et portefeuilles, c'est le fait de pouvoir les relier du coup à votre portefeuille de suivi, parce que dans la mesure du possible, si on peut automatiser tout ça, c'est quand même mieux que d'avoir à saisir les informations à la main. Ensuite ça va être la facilité d'utilisation et l'interface utilisateur, hein. C'est toujours plus sympa d'avoir une interface conviviale et un tableau de bord qui soit visuellement agréable et compréhensible de manière assez simple. Ensuite, il y a la personnalisation et l'évolutivité, parce qu'on n'a pas tous forcément les mêmes attentes et les mêmes besoins d'un outil. Donc c'est le fait de pouvoir l'adapter du coup à ses propres besoins. C'est un des gros avantages du coup pour le coup d'Excel qui permet d'être modifiable à souhait, ce qui n'est pas forcément le cas du coup des autres, même si on peut noter une amélioration dans le temps de l'ensemble des portefeuilles. Ensuite, le dernier point, ça va être le coût et l'abonnement. Donc soit ça va être un coût fixe avec du coup un accès à vie, ou alors ça peut être aussi sous forme d'abonnement. Moi les 3 que je vous ai proposés ils sont gratuits, mais il en existe des payants qui vont être beaucoup plus performants. Donc après à vous de voir du coup qu'est-ce qui peut vous correspondre, mais le coût peut voilà, être un élément du coup à prendre en compte, puisqu'il existe des solutions payantes qui sont quand même bien plus poussées et intéressantes que ce que j'ai pu vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc pareil, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires, on pourra explorer d'autres plateformes pour suivre votre portefeuille. Choisir un outil de suivi, c'est un peu comme choisir une plateforme ou une stratégie. En fait c'est assez propre à chacun, donc c'est difficile pour moi de vous dire ce qui vous conviendrait le mieux. Moi je vous partage ce que j'utilise, ce que j'apprécie. Après libre à vous de choisir ce qui vous sera le plus adapté en fonction de votre situation et de votre profil d'investisseur. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit like, ça fait plaisir et puis ça aide du coup pour le référencement de la chaîne. Si vous avez un commentaire ou une remarque à faire, n'hésitez pas du coup à le faire dans l'espace commentaire. Si vous avez une question, si vous avez envie que je parle d'un sujet dans une prochaine vidéo aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous trouverez dans la description tous les liens des sites qu'on a pu aller voir aujourd'hui. Je vous ai mis également un guide gratuit pour débuter sereinement dans les cryptos. Si vous êtes intéressé pour être bêta-testeur du portefeuille sur Excel, n'hésitez pas également à me le faire savoir. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 5 où on verra quand acheter et quand vendre, donc un numéro vraiment très important à ne pas louper. Et pour ça, je vous invite du coup à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de la sortie. Ce sera jeudi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.